First of all, I wish to thank the organizers for inviting me to participate in this Congress, and especially to co-chair this session with my colleague from IUCN, Mr. Alio Faye. My sincere thanks to Justice Antonio, to Professor Voigt, to Iman and Emily of WCL, also to the Acting Director of the UNEP Law Division, Mr. Arnold Kral-Huber, and to the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection's Secretary General, Ms. Noza Alawi. It is my great pleasure and honor to be amongst you. And it's also great to hear of the discussions, the rich discussions and conversations that you had in the session yesterday. I was reminded in the opening of the Congress, Professor Voigt highlighted the key environmental concerns and challenges faced by the African region, with water scarcity and water shortages being one of those main challenges, and ones that will continue to face Africa, and especially impacts on the health, the economy, and the social well-being of the African people. I'm not an expert, or am I fully aware of the issues in Africa, but I'm certain that there are similarities with where I am from. I'm from Fiji. It's an island country in the Pacific region, where 90% of the total population of the Pacific have access to an improved drinking water source. But nevertheless, the lower percentage of access to safe drinking water is still faced with our rural communities who have continued unimproved drinking water sources that include rivers, lakes, unprotected dug wells and ponds, and these continue to pose health risks to people and especially to children. Countries like Kiribati and Vanuatu and Solomon Islands here in the Pacific, they host 81% of population without access to safe drinking water. So I'm grateful to participate in this conference, to be reminded that there are countries in the world, and especially those in the African region, that need access to improved drinking water. As much as it is an issue in my part of the world, it is not discussed enough. Celebrating World Water Day and highlighting water issues on this particular day only is not enough. So through this Congress, lessons can be learned, and I hope that discussions on water justice will be as big as Fiji making history again at the Olympics, winning gold for the men's rugby sevens, a second time in a row. Law plays a fundamental role in the protection of water sources and its access to people. And this session brings to light the 10 fundamental principles of the Brasilia 2018 Declaration of Judges on Water Justice. And the declaration contains principles that promote water justice through the application of water law and the environmental rule of law. This session will also highlight the importance of the World Water Forum that will take place in Dakar, Senegal in March 2022. I will not provide an overview of both the declaration and the World Water Forum, as the speakers in this panel will provide this for us. Before I move on, I wish to remind attendees viewing this session to please use the Q&A icon on the bottom of your screen to raise any questions or comments that you wish for us to address with the speakers in this panel. We will address them at the end of the speaker's intervention if we have the time. With that, I move to introducing our two speakers who will give a high-level introduction on the Brasilia 2018 Declaration on Judges on Water Justice. Speaking first will be Justice Antonio Benjamin. Justice Antonio Benjamin is an appointed justice of the National High Court of Brazil. He is the current chair of IUCN's World Commission on Environmental Law. He is also the lead founder of the Global Judicial Institute on the Environment, the organization that brings together the Supreme Court justices and judges from around the world that work with environmental law. He is no stranger to those of us who work in the area of environmental law. Justice Antonio, the floor is yours. Well, many thanks. Good morning to our colleagues in Africa. Good evening to the colleagues in other parts of the world. It's very early here in Brazil.
It is a great pleasure to be again with you in the second day of our Congress. Many thanks to Maria Moavesi, who is a leader in environmental law in the Pacific, but also globally. And she has just organized, as Professor Voigt mentioned, the second WCL Regional Congress for Oceania, the one that preceded immediately this Rabat Congress. Let me congratulate also and greetings to my colleagues of panel, Stefano Burki, who is an outstanding expert on water law and the chair of the IUCN Water and Wetlands Specialist Group, and my two colleagues, Saholi and Ibrahima Lee, who are speaking later in this panel. My function here is just to give you the background of the declaration and explain a little bit what were the intentions behind its drafting. When Brazil began working on the organization of the World Water Forum in 2017, the forum happened in 2018, the Ministry of Foreign Affairs of Brazil requested or asked me whether I could coordinate an event of judges around the topic of water. So we were able, together with our partners, including UNEP and the Asian Development Bank, to bring to Brasilia over 50 justice and Supreme Court justice, Chief Justice from around the world. That was the first time that judges got together to discuss water law in the broadest, let me say it differently, water, and not just water law, but water issues from a comprehensive perspective, not just from a water law perspective and not just from an environmental law perspective, but integrating them. As you all know, and I suppose in Morocco, it's probably not too different from other parts of the world, water, in spite of its crucial role for life and the water emergency that we are facing, is not highlighted in law schools. We only talk about water in few times in passing, but there is no focus on water as this fundamental issue that is so important for all of us. Then the next decision was what to do when we meet. I suggested that we prepare a declaration that would bring together elements of what I call legal wisdom, not necessarily aspects that are connected to lege lata, to the law that we have, but also aspects that come from what we have, and especially from the marriage between water law and environmental law. Some colleagues were
not so sure that this was feasible, but the result is the declaration that you see in front of us. The declaration was much longer, and I proposed that we try to compress everything in 10 principles. It's not a magical number, but we do like, we judges, to have objective information and to refer to documents that have a simple title. So the Brasilia Declaration on Water Justice, or the Brasilia 10 Principle Declaration on Water. And this was a more difficult exercise. We met for several months virtually, bringing together a core group of justice, including my dear colleague, Justice Imani from the Cour de Cassation of Morocco, and experts, leading experts on the subject as my colleague Stefano Burki. Finally, when everybody met in Brasilia, we have other rounds of discussion. And finally, we came to the text that we will be discussing today. Finally, let me just highlight a couple of aspects in the declaration, and I'm sure my other colleagues will discuss them in more detail. One that I have already alluded to, and Professor Christina Voigt mentioned yesterday a couple of times, the necessity, and in fact today, in the opening, the necessity that we face in addressing water issues, take everything together. As she said, the interlinkage. It's a mosaic. And this, in the declaration that is divided into two parts, a preamble and 10 principles, in the preamble, it stated clearly this concept. When the declaration says water law and the environmental rule of law, so it's more than just environmental law, are essential for the protection of water resources and ecosystems. The beauty here should not be forgotten. It is the dialogue between water law and environmental law, and the dialogue between water and ecosystems. And we are going to see later on between water law and climate change law, and also biodiversity law, those interlinkage. It's still in the preamble, the declaration states that deficiency in the knowledge, skills, and information relevant to water and environmental law is an important contributor to lack of effective implementation, development, and enforcement of water and environmental law. So we should be careful when criticizing judges for not doing the perfect job in protecting water, because often what happens is judges lack the knowledge, this systematic knowledge about the interlinkage, or even about the legal centrality of water. And this is a message that resonates with national judicial academies, that we need to do capacity building for judges on water justice. My two final points very quickly on the principles is that the principles, although this is not said expressly, are organized in substantive principles and what the declaration calls
in Principle 10, procedural water justice. So this concept that I wrote about several years ago of water justice, la justice de l'eau, is substantive and it's also procedural. And this is stated expressly in Principle 10, which talks about procedural water justice. The declaration is based on a foundational principle, and it's Principle 1, that water is a public interest good. Even in countries, which it's not Brazil, all water is public owned, but even in countries where water is part of private property, it attached to the title of the land. Even in those countries, water is a public interest good. Two other principles that I would like to highlight. Principle 2, the ecological function of property. This is a concept that's very important and keen to the Brazilian legal system and to the Latin American legal system, to my court. We have dozens of judgments stressing the ecological function of property rights and of course of water. And my very final point, the in dubio pro aqua principle, that's in Principle 6. This is also part of the jurisprudence of my court. And when we coined the term, it was an extension of the in dubio pro natura principle that in other panels will come up certainly and in the final declaration of Rabat. So many thanks. And again, I'm really happy to be part of this panel and the privilege to participate in this Congress. Thank you very much, Justice Antonio. That was a great background given into the declaration. So thank you for that. I'll move on and introduce our next speaker, Mr. Stefano Burchi. Mr. Stefano Burchi is the current chair of the Water and Wetlands Specialist Group of the IUCN World Commission on Environmental Law. He is an expert in comparative and international freshwater law. He holds law degrees from La Sapienza, University of Rome, and from the Harvard Law School, as well as from the University of Michigan. He has made a career as a water specialist in the Development Law Service of the UN Food and Agriculture Organization. Since retiring from FAO, Mr. Burchi has taken up a variety of water law consultancies and has also assumed the chairmanship of the International Association of Water Law chair and the chair of the Water and Wetland Specialist Group of the IUCN World Commission on Environmental Law. He is the author of numerous published articles and publications on the law of freshwater resources. Mr. Burchi, the floor is yours. Thank you very much, Ms. Moavesi, for this introduction. And first of all, allow me to thank the organizers of this important event, of the conference, for inviting me to address the Congress. A special thanks to Justice Antonio Benjamin, who has masterminded the conceptualization and the drafting of this instrument that is before us, the Brazilian Declaration of Judges on Water Justice. Now, I will try and offer some considerations on the Brazilian Declaration in context with the theme of this Congress, which is water, desertification, and the law.
Now, seen from this particular perspective, the Brasilia Declaration, first of all, perhaps I could also mention something that has already been alluded to by Justice Benjamin. The Brasilia Declaration does not come out of the blue. In fact, it builds upon the spirit, but in some respects, as Justice Benjamin mentioned, also the letter of the IUCN Declaration on the Environmental Rule of Law that was adopted at the first World Congress on Environmental Law held in Rio de Janeiro in 2016. Now, the Brasilia Declaration builds upon the Rio Declaration on Environmental Rule of Law by zeroing in particular, on one, the role of the judiciary in the interpretation of the laws and in their application through the adjudication of civil and administrative cases and disputes, and also through the enforcement action in the pursuit of, in particular, environmental criminal behaviors. And two, the Brasilia Declaration zeroes in on water, in particular, as a vital natural resource to the survival of life on Earth, to the health of ecosystems and biodiversity, and to the satisfaction of basic human needs and relevant rights. Now, the mind goes immediately to the human rights to water and sanitation, but in addition, let us not forget other basic human rights, like the rights to a healthy environment and the right to life. The Brasilia Declaration enshrines the moral commitment of judges, but also prosecutors, as members of the judiciary, to be guided by a number of principles that are distilled from, as you know, to use the words of Justice Benjamin, from legal wisdom, and I would say also from best practice in the field of water and environmental law and governance, and that seek to promote the environmental rule of law in the governance of water resources through the function of the judiciary of administrating, quote unquote, water justice, where this term does not only imply a reference to distributional justice, to equity, in other words, but also, perhaps more importantly, the emphasis is on promoting an environmentally aware attitude of judges in the administration of civil, administrative, and criminal water-related justice. Now, the Brasilia Declaration does not contemplate desertification as such. However, it reverberates on the link between man, water, and the process of desertification, insofar as judges and prosecutors commit to, through the declaration, to uphold a number of principles in the administration of water justice that look quite relevant to the theme of the Congress. And I should like to draw your attention in particular to the principle that has been mentioned by Justice Benjamin, the ecological function of property, and a general duty of care of land and water resources by the relevant owners or users. This is cast in Principle 2, but also in Principle 7, letter C, where the emphasis is on the critical link between land and water that plays a significant role in the desertification process. Another relevant principle is the prevention of future harm to water resources and to related ecosystems, as opposed to remediation of past harm. With the emphasis in Principle 4,
where the emphasis is on not only on water supplies, but also on the ecosystem support function of water. Something that resonates with the theme of the Congress, in particular, if you think of groundwater and the support function of groundwater of oases and wetlands in arid and semi-arid zones that are the most prone to desertification. Another relevant principle is the precautionary principle, Principle 5, which is a well-known and practiced principle in the field of environmental law, and commits judges to put a premium on the health, on human health and the environment relative to scientific uncertainty. Another principle is the, again alluded, has been mentioned already by Justice Benjamin, is in the principle in dubio pro aqua, that mirrors the in dubio pro natura principle of the Rio Declaration on the Environmental Rule of Law, and that invites judges to give priority to the protection and conservation of water resources and related ecosystems when resolving water and environmental controversies in case of doubts, Principle 6. And finally, the principle of the integration of the environmental and ecosystem considerations in the administration of water justice, in Principle 9, that invites judges to cast, if you like, their net wider and look out of the water box and be mindful of the inseparable link and connection that water has with the environment, and in particular with land and uses of the land and of the subsurface space. Now, in addition to these principles, I would like also to mention that at the end, in the end part of the declaration, the declaration acknowledges an urgent need to strengthen the capacity of the judiciary in the application and enforcement of water and environmental laws through the judicial process. And it encourages collaboration among members of the judiciary within and across national jurisdiction with a view to the exchange of knowledge, experience on the ground, and best practice. Now, this is something to me that takes on a particular relevance, considering the fact that the judicial segment of the water and environmental governance spectrum or continuum has been neglected relative to other sectors. In conclusion, by zeroing in on this particular segment, the judicial segment of the water and environmental governance spectrum, the much neglected segment, and through the principles that are posited in it and that invite attention to the larger ecosystemic context of water resources, and in parallel to the ramifications of the judicial functions beyond water per se, the Brasilia Declaration provides, in my mind, a useful and potentially significant contribution to combating human behaviors that are conducive to or that facilitate desertification. Now, I would also like to mention that the Brasilia Declaration will feature at the World Water Forum through, in particular, the action of one of the so-called action groups that I personally am steering, and that deals with the development of a sort of a water-sensitive approach to legislation. So there will be a clear role and a very strong role for the Brasilia Declaration in the context of this particular theme of the World Water Forum of Dakar, in view of the criticality of the role that the judiciary plays in the
management, conservation, and wise use of freshwater resources on the planet. Thank you very much, Mrs. Chair. Thank you very much, Mr. Burki. That was a great overview of the interlinkages between the declaration, the theme, and the theme of the conference, and together with the World Water Forum. Both yourself and Antonio have actually drawn on the critical role that the judiciary has in the work towards water justice. You have referred to a number of very important principles, but one of the main highlights that I have taken from both of your discussions in this session is the importance of capacity building for the judiciary to enable them to effectively implement and effectively support the work towards water justice. And also, you mentioned, Mr. Burki, at the end, and connecting the declaration to it being to it featuring at the World Water Forum, and particularly through what you call water-sensitive approach to legislation. So it's great to know that this is happening, and there is a connection of it happening with the World Water Forum. But most importantly, the critical role that the judiciary has. So thank you both to you, Mr. Burki, and also to Justice Antonio for giving us an overview on the declaration. If there are questions, we will have them at the end of this session. I am going to move on to introduce the speakers for this panel. I'm going to, our first speaker is Professor Saholly Rambanintha-Otra, who is a professor of public law at the Faculty of Law and Political Science at the University of Antananarivo in Madagascar, who is a visiting professor at the University of Senghor Alexandria in Egypt, and is also a member of the IUCN Commission on Environmental Law and the African Environmental Lawyers Network. Professor Saholly, the floor is yours. Thank you. Merci beaucoup, Madame, de m'avoir donné la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de faire ma présentation, je tiens comme mes prédécesseurs, je tiens à remercier profondément et avec gratitude les organisateurs et les participations à ce congrès, en vos rangs, grades et qualités respectifs. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager, de faire des échanges et également d'avoir participé à ce congrès qui est vraiment très, très intéressant sur le plan scientifique. Ma présentation va être axée sur le droit et ses limites dans la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes. Perspective pour Dakar 2021. Pour introduire, l'eau est vitale pour le développement humain. Donc, toutefois, sous l'effet de la croissance démographique et du développement socio-économique et également l'évolution de la consommation, l'utilisation du monde dans le monde augmente annuellement. Et l'eau est au cœur de la croissance économique. Toutefois, on constate surtout dans la région d'Afrique une raréfaction de cette ressource due au changement climatique, à la désertification et à l'accroissement de son besoin. L'autre défi de l'Afrique, c'est l'accès à l'eau potable, comme disaient mes prédécesseurs, et non seulement cet accès à l'eau potable, mais également en matière d'assainissement, parce que plus de 500 millions de personnes qui vivent en Afrique subsaharienne n'ont pas d'accès à des installations d'assainissement. Par ailleurs, selon l'OMS, 80% des maladies sont d'origine hydrique. Dans ce cadre de rareté, de pollution et de maladies générées par l'eau, la dégradation des écosystèmes qui s'y rattachent également, il convient, comme disaient mes prédécesseurs
à l'heure par rapport à la déclaration des juges du Brésil, qu'il convient de regarder l'aspect multisectoriel parce que l'eau concerne les diverses dimensions, les divers secteurs, et également une intégration de la planification dans la gestion de cette ressource et également des écosystèmes qui s'y rattachent, notamment les zones humides. Et c'est dans ce contexte de multifonctionnalité et de nécessité de multisectorialité, de l'intervention de plusieurs acteurs pour assurer la gestion durable de l'eau et des écosystèmes qui se rattachent, que le Forum mondial sur l'eau de Dakar 2021 est une opportunité de mettre en exergue les défis de l'eau autour du monde. Ce 9e Forum mondial, qui est un premier forum mondial de l'eau organisé en Afrique subsaharienne, axé sur le thème sécurité de l'eau pour la paix et le développement, constitue pour nous une opportunité pour l'Afrique surtout, de mettre en exergue les différents défis à relever. Parmi ces défis, c'est pour ça que ma présentation aujourd'hui va être essentiellement axée sur les différentes, les points forts du droit et également les lacunes et quelques recommandations par rapport au droit de l'eau et également le droit de l'environnement. Donc, ce forum est une opportunité parce que il rassemble plusieurs acteurs, dont notamment les chercheurs, les enseignants, la société civile et également surtout les décideurs pour les inciter pour une sorte de plaidoyer pour regarder pourquoi les lois et règlements ont du mal à s'appliquer, pourquoi les lois et règlements ont des difficultés de cohérence externe et interne par rapport à la gestion durable de l'eau et des écosystèmes, dans notamment les zones humides qui s'y rattachent. Donc, de réviser les lois et règlements. J'ai effectué ma présentation par rapport à l'analyse de quelques lois et règlements liés à l'eau et aux écosystèmes, c'est-à-dire le droit de l'eau et le droit de l'environnement dans quelques pays, dans la loi des pays, dans les pays subsahariens, pardon. Tout d'abord, par rapport aux droits, par rapport au foncier, il convient de signaler que le droit coutumier joue un rôle très, très important en matière foncière en Afrique subsaharienne. Donc, par rapport à cet aspect foncier, j'ai étudié le droit statutaire et le droit coutumier liés à l'eau et aux écosystèmes. En principe, le droit établit les principes et règles de conduite pour les utilisateurs de l'eau et de la terre de ces écosystèmes et prévient également les modalités d'usage de ces ressources. Toutefois, il est constaté des incertitudes sur le régime foncier d'utilisation de ces terres et de ces ressources parce que des fois, le droit statutaire l'emporte sur les droits coutumiers. Cet constat a des conséquences qu'il y a risque d'accroissement des pressions sur les ressources, notamment les ressources en eau et les ressources sur les écosystèmes, notamment les zones humides, parce que on a tendance à ignorer le droit de ces communautés locales, c'est-à-dire leurs droits coutumiers. La perspective par rapport au forum de Dakar, c'est que il est constaté que il y a un arrêt de la Cour africaine sur le droit de l'homme et de peuple qui a reconnu le droit coutumier, c'est-à-dire le droit foncier et les droits fonciers coutumiers récemment, c'est-à-dire en 2017. Donc, une autre recommandation, c'est qu'il y a
il y a une recommandation de la Commission économique, sociale et culturelle sur le droit de l'homme qu'il est nécessaire, il est déterminant de respecter les droits de l'homme à l'eau. Donc, l'État doit s'abstenir à s'immiscer arbitrairement dans les arrangements coutumiers ou traditionnels par rapport au partage de l'eau. Donc, il y a déjà des précédents qu'il convient de capitaliser par rapport à la reconnaissance des droits coutumiers relatifs à la gestion de l'eau et des ressources. Il y a également le fait que le droit prévoit l'application du principe de prévention, notamment la nécessité d'appliquer le processus d'évaluation environnementale dans le cadre des mesures d'aménagement. Toutefois, dans la pratique, il est constaté que souvent, les priorités sont accordées aux activités économiques. Et ça se reflète également dans certains textes liés au développement, notamment pour le cas de Madagascar, pour le code minier, la loi sur l'aménagement du territoire et le code d'urbanisme qui accorde des prérogatives aux activités économiques et laisse en deuxième rang les préoccupations environnementales, c'est-à-dire la nécessité d'études d'impact environnement, la nécessité de recourir aux évaluations d'impact sur l'environnement. Donc, la recommandation, c'est avant l'octroi du permis, examiner au préalable les effets cumulatifs des activités proposées, c'est-à-dire les activités notamment économiques, afin d'évaluer la capacité de charge des écosystèmes aquatiques. Il y a également lieu de renforcer le principe, l'application du principe d'intégration environnementale dans le droit de l'eau, comme mes prédécesseurs ont dit tout à l'heure. Ensuite, le droit établit des normes pour atténuer les dommages causés à l'eau et aux écosystèmes. Toutefois, il y a souvent des incitations fiscales ou des subventions qui encouragent la foresterie et l'agriculture intensive, la construction de routes et la construction de logements à travers des remblaiements. Donc, ces limites, c'est-à-dire ces incitations fiscales et encouragements, figurent dans des textes de lois et règlements. Donc, il y a incohérence entre le droit de l'eau, le droit de l'environnement et les autres droits liés au développement. Donc, cette incohérence, donc la recommandation dans le cadre du forum de Dakar, c'est cette cohérence entre le droit de l'eau, le droit de l'environnement et les autres droits qui ont des conséquences négatives sur la gestion durable de l'eau et des écosystèmes est vraiment très, très important pour assurer pour éviter la pollution et la dégradation de ces ressources. Également, à côté de cette atténuation des dommages, il y a également le fait que le droit permet d'exiger la planification intersectorielle pour les questions relatives à la gestion durable. Toutefois, il est constaté dans certains textes qu'il y a faiblesse il n'y a pas de méthode claire de planification et de gestion intégrée à l'échelle des bassins versants. Donc, il y a en quelque sorte une approche sectorielle qui occulte la nécessité de gestion globale et d'intégrer de la planification des ressources en eau et des écosystèmes.
Il est constaté également une faible coordination entre les différentes politiques, parce que les politiques et le droit vont ensemble, et souvent on a tendance à ignorer ces cadres politiques dans le cadre de la planification des ressources en eau et des écosystèmes, notamment le fait de ne pas considérer dans les textes sur l'aménagement du territoire les politiques relatives à la gestion des risques et catastrophes et les politiques relatives aux zones humides. Donc, comme recommandation, dotation de ressources financières et surtout renforcement de capacités au sein des différents départements ministériels et également des rédacteurs des lois pour une meilleure coordination intersectorielle, parce que l'eau est multisectorielle, donc sa gestion nécessite une coordination intersectorielle et éviter la confusion et la contribution des mandats. Et il y a également nécessité de renforcement d'intégration de la planification intégrée. Le droit permet également d'atténuer les dommages causés à l'eau et aux écosystèmes et donne également des sanctions en cas de pratiques illicites. Il est toutefois constaté qu'il y a des faibles reconnaissances. Il y a également le fait que pour la préservation de droits et des personnes et des groupes vulnérables, ils ont le droit d'être informés et de participer au processus de prise de décision, et également le droit au recours, en résumé, la démocratie environnementale liée à la gestion durable de l'eau et des écosystèmes. Toutefois, il est constaté dans la pratique et dans les textes une faible reconnaissance des savoirs traditionnels dans le droit de l'eau et des écosystèmes. Et cette connaissance, cette nécessité de reconnaître les savoirs traditionnels sont particulièrement mise en exergue dans les différents principes de déclaration de Brésil qui ont été signalés par mes prédécesseurs de tout à l'heure. Par rapport à cette nécessité de respecter la démocratie environnementale, il convient de signaler que l'Afrique ne dispose pas encore de conventions internationales régionales relatives à cette nécessité de participation dans l'accès à l'information, participation aux prises de décision et droit au recours. À la différence de l'Europe au travers de la Convention d'Aarhus et de l'Amérique latine par rapport à l'accord d'Escazú, l'Afrique a vraiment besoin de cette Convention internationale régionale pour défendre le droit à la démocratie environnementale, également qui concerne l'eau. Donc, une des particularités de la Convention d'Escazú qui peut concerner l'Afrique, c'est que ce droit garantit la sécurité des droits des défenseurs de l'environnement, qui nous semble vraiment très, très important, notamment pour le cas des écosystèmes comme les mangroves, parce que pour le cas de Madagascar, il y avait plusieurs cas portés devant la justice parce que les défenseurs de l'environnement étaient victimes, et il y a un certain moment où il y avait eu même un décès des défenseurs de l'environnement. Donc, par rapport au forum de Dakar, il y a nécessité d'inciter l'Afrique à avancer vers une convention internationale régionale sur cette démocratie environnementale et également la reconnaissance des défenseurs de l'environnement. La législation définit également les droits et les devoirs des pouvoirs publics sur la conservation et l'utilisation rationnelle des écosystèmes. Toutefois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une cohérence externe entre les droits, c'est-à-dire le droit de l'eau et le droit de l'environnement. Il y a d'autres dispositifs juridiques comme le code de l'urbanisme et autres textes, à Madagascar en tout cas, qui permettent d'assécher et de remblayer les zones humides
soit pour l'agriculture, la construction et le transport sous le terme autorisation exceptionnelle. Donc, et dans ce cadre, les études d'impact environnemental sont relativement minimisées. Donc, comme les principes de Brésil, nous recommandons de mettre en exergue dans le forum de Dakar la qualification de l'eau comme intérêt public. Parce que quand on fait des remblayages pour la construction, des zones humides pour la construction et des activités de développement, la tendance est la privatisation de l'eau qui évince les droits des vulnérables. Le droit prévoit également des dispositifs sur l'autorisation d'enquête judiciaire relative aux activités dommageables par rapport à l'eau et les écosystèmes. Toutefois, il est constaté dans la pratique qu'il y a rareté des poursuites et des sanctions, et cette rareté est souvent due au manque d'informations sur les droits et obligations, c'est-à-dire aussi bien pour le public que tous les citoyens, et même pour l'administration. Cette manque d'information sur les droits et obligations, les infractions, également l'absence de mandat clair et enfin le manque de formation et de ressources humaines pour assurer cette enquête judiciaire. Donc, la recommandation, comme a dit mes prédécesseurs, c'est d'assurer au cours du Forum de Dakar l'éducation, insister sur l'importance de l'éducation et de l'information et la dotation en ressources humaines et financières pour assurer cette effectivité du droit. Le droit prévoit également des possibilités de procédure en justice des personnes physiques et morales en cas de pollution. Toutefois, il est constaté que pour les projets constatés d'intérêt public, c'est-à-dire où l'État, où c'est le pouvoir public qui intervient, il y a difficulté de traduire ces personnes publiques en justice. Donc, la recommandation que nous proposons de mettre en exergue également dans le forum de Dakar, c'est de valoriser l'état de droit environnemental qui joue un rôle déterminant dans la déclaration des juges de Brésil qui a été sur la justice environnementale qui a été signalée par mes prédécesseurs. Il y a également la nécessité de transparence et de responsabilité à tous les niveaux, y compris les pouvoirs publics, notamment à la participation et l'information et l'accès à la justice. Enfin, le droit prévoit des réparations telles que des dédommagements et restitutions et compensations obligatoires en cas de dégradation de l'environnement et des écosystèmes comme les zones humides. Et toutefois, il est constaté dans la pratique que l'environnement est relégué au second plan. L'environnement est relégué au second plan par rapport aux priorités gouvernementales. Par ailleurs, il est constaté une formation insuffisante des magistrats et des avocats également, et une faible sensibilisation de ces personnes par rapport aux questions de l'eau et des écosystèmes. Il est constaté également que les textes sont lacunaires par rapport aux droits des associations de protection de l'environnement, d'ester en justice d'abord, et ensuite de se prévaloir des préjudices écologiques. Donc, parmi les recommandations que nous proposons par rapport au forum, c'est l'élaboration de méthodes pour évaluer les dommages liés à l'eau et aux écosystèmes, parce que c'est relativement difficile pour les juges et c'est pour ça qu'ils ont des difficultés à prononcer des sanctions de réparation et de compensation, parce qu'il n'y a pas de méthode claire par rapport à ça, et en tenant compte particulièrement de la situation africaine.
Donc, donc, en bref, pour conclure, nous recommandons, comme le dit mes prédécesseurs de tout à l'heure, notamment le juge Antonio et monsieur Stefano Burchi, que la déclaration de Brésil sur la justice de l'eau est vraiment déterminante parce que nous sommes, je me suis vraiment inspirée de cette déclaration pour cette présentation que je viens vous partager tout à l'heure. Donc, je suis désolée si j'étais assez lente. Donc, merci beaucoup de votre patience. Thank you very much, Professor Sahali, for that wonderful intervention. In the interest of time, we're going to go straight into the next speaker, after which my co-chair, Mr. Aloif Faye, will give a summary of the two presentations. Introducing our next speaker, which is Professor Ibrahim Lee, who is the full professor in public law and political science and the director of the Laboratory for Studies and Research in Policies, Law of the Environment and Health at the Cheikh Anta Diop University in Dakar, Senegal. He has also been a member of the IUCN Commission on Environmental Law and the African Environmental Lawyers Network for several years. He teaches environmental and health law at UCAD and in many other African universities. He is the author of a number of publications and co-author of a collective work on the law of the marine and coastal environment in Senegal that was published in 2016. Professor Lee, the floor is yours. Voilà, merci Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver, chers collègues, chers amis, membres des différents réseaux de l'UICN et des différentes organisations internationales. Alors, je suis très heureux d'enchaîner après les différentes présentations. Je salue au passage mes amis et collègues, professeur Antonio Benjamin. Je reconnais également Stefano Burchi, avec qui j'ai travaillé à la FAO pendant quelques temps en tant que consultant. Je salue tous les collègues et amis connectés. Et merci pour l'opportunité que vous me donnez pour intervenir dans le cadre de cette table ronde qui est extrêmement importante, tout comme les autres tables, bien entendu, tables rondes qui ont eu lieu depuis hier. Alors, j'ai écouté avec plaisir ce matin la présentation de la déclaration de Brasilia, des juges sur la justice de l'eau. Je crois que cette déclaration, il faut qu'elle essaime, elle devra donner des fruits, elle devra germer sur toute la planète pour que la justice de l'eau puisse se développer et que les injustices s'arrêtent enfin et que les populations puissent, on l'espère, obtenir les droits qui sont consacrés dans les constitutions. Tout à l'heure, ma collègue Saoli a brillamment présenté tout le cadrage juridique dans les différents secteurs. Et justice, rôle du juge, droit reconnu aux populations, mais surtout, je dirais, application des textes. Nous avons signé des accords, des conventions depuis des décennies. Et nous devrions éviter de nous retrouver à chaque rencontre à présenter ce qui ne marche pas, à faire des recommandations, mais à nous retrouver à de prochaines rencontres pour refaire le même schéma. Je pense que c'est un cycle qu'il faut revoir. Si on ne peut pas l'interrompre, en tout cas, il faut l'améliorer pour que les recommandations qui ont été faites puissent être véritablement appliquées. Alors, nous allons vers le Forum mondial de l'eau à Dakar très bientôt, et c'est la raison pour laquelle ce que je vous propose, c'est de voir comment, dans le cadre de la justice et dans le cadre des dispositions
qui ont été prévus dans cette déclaration de Brasilia, que j'ai lue depuis que je l'ai reçue, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention les présentations qui ont été faites ce matin. Je pense que pour obtenir une justice de l'eau, pour appliquer les différents principes qui sont consacrés, on peut aller de façon méthodique en donnant des cas bien précis. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé aux organisateurs de parler, dans le cadre de mon intervention, d'un exemple précis sur le continent africain qui pourrait servir de cadre d'application de la justice concernant l'eau et les ressources naturelles. Parce qu'on a bien compris, on ne peut pas séparer l'eau de l'environnement, on ne peut pas séparer l'eau de l'assainissement, on ne peut pas séparer l'eau de la désertification et de la pauvreté. Bref, c'est un cadre global qu'il est important de définir et de mettre en œuvre. Qu'est-ce que je propose? Dans ma présentation que je vais maintenant partager avec vous, je compte vous parler de l'eau, la désertification et le droit en Afrique. L'expérience de la Grande Muraille Verte. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons dit depuis hier, et en particulier sur cette table ronde, ce panel d'aujourd'hui, en réalité, il s'agit de voir comment l'eau, les ressources naturelles vont être utilisées de manière rationnelle. Et pourquoi je propose l'expérience de la Grande Muraille Verte? C'est parce que cette organisation qui a été mise en place au niveau panafricain, je vais en parler, à la suite d'un processus assez long, permet d'apporter des solutions, on l'espère, sur les questions de l'eau, la désertification, du reboisement, de la lutte contre la pauvreté et de toutes les activités qui peuvent concerner les populations pauvres des zones les plus reculées. Je considère que parler de la justice de l'eau, appliquer les principes qui sont dans la déclaration de Brasilia, c'est faire œuvre de service public, effectivement. Service public de la justice en appliquant certains principes qui sont dans les textes. Saoli vient de le dire de façon magistrale. On a tous les textes, des codes de l'eau, code de l'assainissement, les lois. On a signé des conventions, mais on n'arrive pas à régler les situations dans lesquelles vivent les populations les plus démunies. Nous avons des services publics qui existent, on va les voir, au niveau national et des institutions qui fonctionnent. Alors, pourquoi la Grande Muraille Verte peut être une opportunité? Je dis bien une opportunité. Parce que la bande verte ou la bande sahélienne qui va du Sénégal jusqu'à Djibouti et qui traverse un certain nombre de pays sont, pas de manière exclusive, dans les mêmes conditions écologiques de sécheresse, de désertification, de paupérisation et de déficit en eau, d'avancée de la désertification et de diminution des conditions de vie des populations. Donc, les institutions qui existent déjà au niveau national et celles qu'on pourra imaginer à mettre en place, notamment la Grande Muraille Verte, pourront, dans le cadre de services publics, qu'ils soient hydrauliques, environnementaux, d'assainissement et de justice, apporter des solutions aux problèmes qui sont soulevés dans la déclaration que j'ai lue tout à l'heure. Et ces cadres juridiques existent, mais ils doivent être revus pour être adaptés. Je pense que le Forum de Dakar pourra être l'occasion, à mon sens, de discuter de ces questions. Et ces services se justifient par les éléments que nous connaissons tous. La lutte contre la sécheresse et la désertification et l'absence de mise en œuvre véritable des politiques nationales en matière d'eau, d'agriculture, d'hydraulique et même de pastoralisme. Tout est lié. On ne peut pas séparer les forêts, l'agriculture, l'hydraulique, le pastoralisme de ces activités de gestion dans le cadre de services publics.
Et l'erreur qui a été commise depuis des générations, à travers la mise en œuvre de ces politiques, c'est que les États et les entités privées n'ont pas mis en place des modalités de collaboration bien précises pour apporter des solutions. Et cela se vérifie dans les différents services que nous avons dans nos États, que ce soit les eaux et forêts, qui, on l'oublie souvent, constituent l'un des tout premiers services qui est compétent dans la gestion des ressources en eau. Et les bailleurs ont apporté suffisamment de subventions et de moyens financiers. Et aujourd'hui, il s'avère que dans la plupart des pays africains, le principe de transfert des compétences n'existe pas dans le domaine de la gestion des ressources en eau, pour des raisons stratégiques. Les ressources en eau sont des ressources stratégiques, tout comme les autres ressources dont nous ne parlerons malheureusement pas dans cette présentation, les ressources pétrolières, gazières et minières. Donc, il y a une nécessité de coordonner les interventions dans les différentes agences nationales. Donc, ma perspective, c'est de voir dans les différents pays qui couvrent le champ territorial de la Grande Muraille Verte, où les problèmes d'eau et les problèmes de justice, d'équité, de droits de l'homme sont soulevés, comment une coordination peut être faite dans le cadre de la résolution des problèmes. Et le niveau national n'est pas le seul dans ce cadre. Vous avez le caractère transnational, comme je l'ai indiqué, et surtout, il faudrait voir comment impliquer les organisations internationales, en particulier l'Union africaine, qui est déjà suffisamment impliquée. Certainement, les représentants qui sont dans ce forum pourront mieux que moi l'expliquer. Et je considère donc pour ma part que pour obtenir de meilleures conditions d'application des principes très intéressants contenus dans la déclaration de Brasilia et des autres déclarations comme celle de Rio, il faudrait qu'on mutualise les activités. Et la mutualisation des activités doit aller au-delà de la simple reconnaissance constitutionnelle du droit à l'eau, de la simple reconnaissance législative et réglementaire, mais il faut créer des institutions qu'il faut coordonner avec une volonté précise d'application des décisions qui ont été prises. Comment permettre une telle réalisation d'objectifs? J'entends par formalisation par les États africains de nombreuses agences. Il y a par exemple, pour le cas du Sénégal, les agences qui existent. Aujourd'hui, le Sénégal a fait une mutation au sein de l'agence qui est devenue une agence de réforestation qui a un peu fusionné deux agences existantes. C'est une avancée significative. Et le reboisement, la gestion des ressources en eau, qui sont le corollaire de la justice en matière d'eau et d'assainissement et de reboisement, c'est déjà un élément important. Mais les réformes des lois doivent se poursuivre. Il y a eu beaucoup d'avancées avec des révisions, mais dans certains pays, comme c'est le cas du Sénégal, je vais y revenir, on est en train, j'espère, d'aboutir très prochainement à l'adoption de la nouvelle mouture du Code de l'eau qui a été révisée pour tenir compte de toutes ces difficultés dont nous parlons sur la question de l'eau. Il y a donc une nécessité de cadrage des aspects juridiques et institutionnels. Pour ce qui concerne ces questions institutionnelles, on sait que dans chaque pays, il y a des structures chargées de la gestion des ressources en eau, qu'elles soient dans le domaine déconcentré ou dans le domaine décentralisé, avec quelquefois des subventions qui sont allouées. On constate qu'il y a une diversité de cadres. Alors, cette diversification, elle peut être un atout important pour bien observer l'application des droits, mais elle est souvent un écueil, c'est-à-dire
les textes existent, les institutions fonctionnent, mais elles n'arrivent pas à satisfaire les besoins des populations. Et le plus souvent, l'accès à la justice, la défense des droits, la présentation de dossiers pour obtenir des réclamations, c'est un vrai labyrinthe, c'est une vraie difficulté pour les populations qui n'en ont pas les moyens. Donc, les relations avec les populations locales dans les zones couvertes par cette bande permettra de mettre sur la table l'ensemble des questions concernant l'eau, l'assainissement, la désertification et tous les écosystèmes, sans exception. Alors, il faut bien entendu, pour que cela puisse se faire, qu'il y ait une volonté politique, pas seulement nationale, mais supranationale. C'est la raison pour laquelle mon sentiment est que l'application de certains principes que je vois dans cette déclaration, cette application, elle est bien possible, mais il faudrait, pour qu'elle ne soit pas partielle, pour qu'elle ne soit pas incomplète, qu'on ait l'aval des institutions, bien entendu nationales, mais également supranationales. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Union africaine peut être interpellée à ce niveau de manière tout à fait explicite. Et la question peut, à mon avis, être discutée lors du forum de Dakar. Les questions statutaires de régulation et les pouvoirs des différentes agences et de la responsabilité vers les générations futures, elles sont importantes. Le développement durable. Pas la peine de revenir à la définition, hein, un développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans oublier de satisfaire ceux des générations futures et de prévoir comment ils pourront. Alors aujourd'hui, quelle responsabilité nous aurons, nous qui sommes là actuellement, qui vivons sur cette terre? Nous avons une responsabilité et nous devons situer ces responsabilités pour les générations futures. Si nous ne le faisons pas, tout qu'on fait, elles le feront, elles situeront ces responsabilités. Je pense que le contrôle des ressources en eau, le partage équitable, la justice doit permettre de se faire de manière tout à fait mutualisée et large et ne plus rester dans les cadres des territoires nationaux. En conclusion, comme c'était juste pour lancer les idées, les discussions, on va y revenir probablement. La vision que moi j'ai de ce thème, hein, qui est extrêmement important, c'est qu'il est bon d'adopter les déclarations, il est bon d'avoir des instruments qui ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de certains principes, mais cela peut rester insuffisant si il n'y a pas une volonté manifeste des institutions, à la fois au niveau national et au niveau international. Et à mon avis, c'est la raison, c'est la solution, c'est le moyen, le meilleur, si on peut parler ainsi, de prendre en compte les questions de justice hydraulique, de désertification et de préservation des écosystèmes. Et n'oublions pas le rôle des autorités coutumières qui est fondamental dans cette gestion des ressources en eau, l'implication des jeunes et des femmes, l'implication des partenaires et des bailleurs, et une véritable synergie avec les autres organismes de bassin. Parce que les organismes de bassin, on a tendance à les oublier, elles existent. Elles doivent être impliquées dans la réflexion et les États et toutes les couches doivent permettre de définir de commun accord les principes qu'il faut mettre en œuvre dans le cadre de cette justice relative à nous. Voilà, pour lancer les idées, des points de réflexion et de discussion en prolongement de ce que Saouli vient de présenter et des éléments introductifs faits par M. Antonio Benjamin et Stefano Bourgi. Je reste à l'écoute pour les discussions éventuelles. Je vous remercie. Merci au professeur Saouli et au professeur Ly pour leur brillante présentation que nous avons écoutée avec beaucoup d'intérêt. Salut, mon frère chef. Je vais, avant qu'on passe la parole à ceux qui voudraient poser des questions, faire une sorte de bref résumé de ce qui a été dit, sans pour autant
trop retenir la parole pour vous permettre de poser vos questions. La première présentation de Mme Saouli a été une présentation qui nous a permis d'avoir une idée claire sur le rôle du droit dans la gestion de l'eau et des ressources naturelles d'une manière générale. Elle a structuré son intervention autour du rôle du droit dans la gestion de l'eau et des ressources naturelles, mais elle a également parlé des limites du droit et elle a parlé des perspectives, notamment par rapport au forum de l'eau qui se tiendra à Dakar. Nous avons retenu dans cette présentation que le droit est en effet un instrument essentiel pour la gestion des ressources naturelles, pour la gestion de l'eau d'une manière générale, mais en tant qu'instrument essentiel, son application effective est limitée et fait l'objet d'un certain nombre de limites qu'elle a bien analysées. Et parmi ces limites, une qui est une limite essentielle, c'est la question de cohérence. Il y a plusieurs textes juridiques qui régissent les ressources naturelles. Il y a des textes qui régissent les ressources de manière sectorielle, des textes qui régissent l'eau, des textes qui régissent les forêts, la pêche, différentes institutions qui interviennent dans la gestion de ces différentes ressources, mais un des goulots d'étranglement que nous rencontrons dans plusieurs pays, c'est plus criard en Afrique, c'est la question de cohérence, de coordination, d'harmonisation de ces différents textes. Si bien que certains sont même contradictoires à d'autres, certains se chevauchent et certains se complètent, mais il y a effectivement un besoin d'harmonisation des textes si nous voulons une justice équitable en matière de gestion des ressources naturelles. Elle a fait un certain nombre de plaidoyers et j'ai bien retenu la nécessité de la reconnaissance des services, des connaissances traditionnelles. Nous y reviendrons, le professeur Lee l'a effectivement évoqué. Il y a d'importantes connaissances coutumières sur la gestion des ressources naturelles, sur la gestion de l'eau, que nous ne valorisons pas assez dans les textes, que nous ne valorisons pas assez dans la pratique de tous les jours. Elle a également évoqué un concept extrêmement important, qui est le concept de démocratie environnementale. Et elle a fait un plaidoyer fort pour que les questions de démocratie environnementale fassent l'objet d'une attention particulière durant le forum de Dakar. Et dans ce cadre-là, elle a recommandé également, toujours dans la perspective du forum de Dakar, la prise en compte des éléments de la déclaration qui a été la déclaration sur la justice de l'eau qui a été présentée en début de séance. Donc, voilà en quelque sorte quelques éléments de la présentation du professeur Saouli, qui a été une présentation extrêmement importante. Le professeur Lee a également complété cette présentation parce qu'il a commencé par évoquer les problèmes d'application. Il y a des problèmes d'application des textes juridiques qui sont liés aux institutions telles qu'elles se sont organisées, qui sont liés à des problèmes de coordination, qui sont liés à des problèmes de cohérence, comme cela a été évoqué dans la première présentation. Et il a pris un exemple concret qui est la Grande Muraille Verte. Vous savez, l'initiative de la Grande Muraille Verte est une initiative de l'ensemble des pays au sud du Sahara qui vivent dans ce qu'on appelle la zone sahélienne de Dakar à Djibouti, avec des problèmes liés à l'accès à l'eau, des problèmes de sécheresse, de désertification, des problèmes de dégradation des terres, des ressources naturelles d'une manière générale. Et c'est là, il y a là un bel exemple de faire une cohérence au niveau des différentes institutions, des pays, mais également à l'intérieur des pays pour la gestion durable des ressources naturelles. Et le professeur Lee a beaucoup insisté sur le problème d'application. Il a beaucoup insisté sur le fait que les pays de droit, les pays disposent d'institutions qui fonctionnent, mais malgré tout cela,
Les goulots d'étranglement demeurent et parmi ces goulots d'étranglement, il a évoqué la difficulté des populations d'exercer le droit à l'eau, le droit à l'accès à la ressource naturelle, la difficulté donc de bénéficier d'une justice environnementale juste et équitable, et qu'il convient donc de lever ces difficultés-là. Il a beaucoup insisté sur les problèmes de coordination. Les institutions travaillent de manière sectorielle, ne coordonnent pas les activités, leurs politiques et leurs stratégies. Les textes sont également nombreux, mais ne sont pas tous cohérents entre eux. Et voilà donc un certain nombre de difficultés que le professeur Ly a évoquées et qui devraient être prises en compte dans les discussions au cours du forum de Dakar. Voilà en somme deux présentations qui se complètent, qui reviennent sur les problèmes de cohérence, qui reviennent sur les problèmes de coordination, mais qui reviennent sur les problèmes de limites. Et si nous levons ces limites, le droit pourra être un instrument équitable, un instrument juste, un instrument, je dois dire, fort dans le cadre de la gestion de l'eau, dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. On doit lui redonner sa place et à Dakar, au cours du forum de l'eau, nous espérons que ces questions feront l'objet de discussions de manière à ce que les plaidoyers et les recommandations que nous avons entendues ce matin puissent contribuer à une gestion durable de l'eau et des ressources naturelles. Voilà en gros ce que je voulais dire sur les deux présentations que nous avons entendues et laisser la possibilité aux participants, en tout cas à ceux qui nous suivent, de poser leurs questions auxquelles répondront les deux présentateurs. Merci Maria. Thank you very much, Mr. Faye. Unfortunately, we do not have time to take any questions as we need to proceed with the next session. However, I must thank the speakers in this panel for your time and for the knowledge that you have shared this morning with everyone that's in attendance at the conference venue in Rabat, and also to the attendees and the participants that are joining us virtually. To Justice Antonio Benjamin, to Mr. Stefano Burki, to Professor Saholi, Professor Lee, thank you very much. Thank you as well to my co-chair, Mr. Aliou Faye, for that summary of what was shared and discussed in this morning's session. So that brings us to the end of this third high-level roundtable dialogue. I am going to hand over now to Mr. Eman Shakawi, who is going to proceed with the next intervention. Thank you very much, and Vinaka Vakalevu from Fiji and the Pacific. Vinaka.